Jeudi 26 février, en manchette. Yves Bolduc quitte ses fonctions. Investissement de 9,5 millions de dollars à la STO. Et profit record pour Hydro-Québec. En direct de la salle des nouvelles du Collège La Cité à Ottawa, voici Marc-André Bouliane. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mais d'abord, on apprend qu'un incendie fait rage dans une vieille maison de ferme à Gracefield, au nord de Gatineau. La Sûreté du Québec confirme que 2 personnes de moins de 18 ans manquent à l'appel. Un homme, une femme et un enfant auraient été transportés à l'hôpital de Maniwaki pour traiter un choc nerveux et pour avoir incommodé de la fumée. Il y aura plus de détails dans nos prochains bulletins. Le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, a annoncé sa démission ce matin de son poste de ministre et de député. Il en a fait l'annonce lors d'une déclaration à la sortie du caucus libéral, aux côtés de son chef, Philippe Couillard. On en parle avec notre journaliste Maman Afou. Alors, Maman, pourquoi le ministre Bolduc a décidé de se retirer de la vie politique? Eh bien, Marc-André, M. Bolduc a décidé de se retirer de la politique car il souhaite retourner à la pratique médicale. Il quitte ainsi ses fonctions ministérielles et son poste de député de la circonscription Jean Talon. Il faut rappeler, Marc-André, que M. Bolduc a connu plusieurs polémiques durant son mandat au sein du ministère de l'Éducation, notamment la première polémique qui est arrivée juste après sa nomination au poste de ministre, lorsque M. Bolduc a été accusé de toucher des primes alors que lui-même était médecin, lorsque lui-même siégeait dans l'opposition. Quelques mois plus tard, une nouvelle polémique avait secoué M. Bolduc sur les coupures des livres dans les écoles. En effet, M. Bolduc avait déclaré qu'un enfant n'allait pas mourir si cette année on n'achetait pas des livres pour les écoles. Enfin, pas plus loin que la semaine dernière, M. Bolduc a une nouvelle fois fait les manchettes après des déclarations sur les fouilles à nu des étudiants dans les écoles. Ainsi, M. Couillard, après ces différentes polémiques, a décidé de ne plus renouveler la confiance à son ministre de l'Éducation et par-delà, M. Bolduc a annoncé sa démission ce matin. Mais Marc-André, comme vous allez voir dans ces images, c'est avec beaucoup d'émotion que M. Bolduc a annoncé son retrait de la vie politique. Écoutons l'ex-ministre de l'Éducation. Je suis venu rencontrer le premier ministre. Je suis venu également rencontrer notre caucus. Et puis ce que j'ai annoncé à tous, c'est que j'ai pris la décision personnelle de retourner en pratique médicale. C'est une décision qui m'appartient. Puis compte tenu de tout ce qui se passe autour en termes d'événements et de nouvelles, j'ai tout simplement pris la décision de retourner à la pratique médicale, ce que j'adore. Et là, Maman, est-ce qu'on sait qui va remplacer M. Bolduc au ministère de l'Éducation? Eh bien, Marc-André, on ne sait pas encore qui va remplacer M. Bolduc au ministère de l'Éducation, mais M. Couillard a annoncé aujourd'hui qu'un remaniement ministériel aura lieu demain à 10h. Aussi, il faut rappeler que M. Couillard a 6 mois pour provoquer des élections partielles afin qu'un député soit élu à la circonscription de Jean Talon. Maman Afou, merci. Je vous en prie. Une hausse d'achalandage de 4 % a été enregistrée dans les autobus de la Société de transport de l'Outaouais depuis les 5 derniers mois. La STO a d'ailleurs annoncé un investissement de 9,5 millions de dollars pour moderniser son système. La STO veut répondre aux besoins de sa clientèle, notamment en créant une application pour suivre les déplacements des autobus en temps réel. Un reportage de Véronique Charon. 72 000 déplacements de plus ont eu lieu sur les corridors du Rapibus en janvier 2015, contrairement à janvier 2014. La STO n'avait pas enregistré une hausse aussi importante depuis les 4 dernières années. C'est la première fois depuis 2011 qu'on a une augmentation d'achalandage aussi prononcée. Donc, effectivement, on trouve ça très encourageant et surtout que c'est une tendance. Ça fait le 5e mois qu'on annonce une augmentation d'achalandage. 4 %, c'est vraiment 4,2 %, c'est vraiment significatif. Plusieurs facteurs, dont le changement de ligne et les événements promotionnels, auraient contribué à fidéliser un grand nombre d'utilisateurs. On a une stratégie d'ensemble qui commence à porter fruit et ça inclut des promotions, marketing, l'ajustement de nos lignes. L'ordinateur de bord de l'autobus fournit au chauffeur une information sur son avance. La STO souhaite maintenir cet achalandage en modernisant son système vieux de plus de 30 ans. 9,5 millions de dollars sera investi pour améliorer les services offerts aux usagers. Ils pourront notamment suivre leurs autobus en temps réel par le biais d'applications mobiles. Là, l'usager va pouvoir aller dans son téléphone cellulaire, va pouvoir, j'imagine, rentrer l'information sur la ligne et savoir exactement l'heure précise à laquelle l'autobus va arriver à l'arrêt.
La STO financera 1,9 million de dollars du projet, alors que le reste des coûts sera assumé par différents programmes gouvernementaux, dont la Société de financement des infrastructures locales du Québec, la SOFIL, et par le Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes. Ce nouveau système devrait être fonctionnel dès 2017. Véronique Charon, La Cité, Gatineau. Le 36e Salon du livre de l'Outaouais prenait son envol aujourd'hui au Palais des Congrès de Gatineau. Cette année, il se déroule sous le thème « Lire de tout, partout ». On se rend sur place rejoindre notre journaliste Vicky Lefebvre. Bonjour Vicky. Bonjour Marc-André. Alors Vicky, vous êtes présentement à l'inauguration officielle du Salon du livre? Oui, exactement. La cérémonie qui a débuté à 18 h. Mais sachez que le salon est ouvert depuis 9 h ce matin pour le public et ça jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, on s'est promené, on a fait le tour du salon. Je vous dirais que les visages étaient plutôt jeunes puisqu'aujourd'hui et demain, on accueille les groupes scolaires. Ce sont donc les auteurs jeunesse qui sont à l'honneur pour ces 2 jours. Voici d'ailleurs le reportage que je vous ai préparé. Le Salon du livre de l'Outaouais est un moment où le premier contact entre les lecteurs et les auteurs est créé. Et cette année, ils seront plus de 400 auteurs à en profiter. Le Salon du livre, c'est là qu'on peut prendre le pouls, de voir si ce qu'on écrit, ça plaît aux jeunes. Ils peuvent aussi nous donner des commentaires qui vont nous inspirer par la suite. Fait que pour nous, c'est vraiment le moment d'aller rencontrer notre public et même chercher de l'inspiration. Pour la première journée du Salon du livre de l'Outaouais, c'est plus de 4500 jeunes des commissions scolaires francophones de l'Ontario et du Québec qui se sont déplacés. Une journée hors des classes qui sait plaire à plusieurs. Parce que je travaille pas, puis ça permet de rencontrer des nouveaux auteurs puis découvrir de nouvelles séries de livres. J'aimerais trouver comme un livre qui m'intéresse vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes le plus du Salon du livre? Ben, découvrir les nouveaux livres et rencontrer les auteurs. Si l'événement permet aux jeunes visiteurs de découvrir de nouvelles œuvres, il est aussi un tremplin pour les auteurs. C'est le cas de Brian Perrault qui a lancé en 2003 au Salon du livre de l'Outaouais le premier livre de sa série Amos d'Aragon. Quand tu es un auteur, de voir qu'après 10 ans d'écriture, ça commence à marcher, puis ça commence à rouler. Le Salon du livre de Gatineau sera toujours, dans mon cœur, quelque chose de privilégié. Un peu comme sa première blonde, qu'on n'oublie jamais. Plus de 35 000 visiteurs sont attendus ce week-end pour une nouvelle fois donner vie à l'histoire du Salon du livre de l'Outaouais. Vicky Lefebvre pour le Collège La Cité, à Gatineau. Une vingtaine de personnes ont perturbé l'arrivée au travail ce matin dans divers immeubles de bureaux dans le secteur Hall à Gatineau. Les manifestants voulaient démontrer leur opposition aux compressions imposées par le gouvernement de Philippe Couillard. Ils ont joué au chat et à la souris avec les policiers pendant un peu plus de 2 heures. Ils ont notamment bloqué l'accès aux ascenseurs de l'édifice où se trouve le palais de justice. Une banderole sur laquelle on pouvait lire « C'est assez, résistons » a été suspendue à l'intérieur de la place du centre. Suite à la tragédie de la rue Marangère la semaine dernière, l'élan de solidarité à l'endroit de la mère de Jacob et Gabriel ne faiblit pas. Les citoyens peuvent venir déposer des meubles, des électroménagers ou encore des vêtements dans un local aménagé au sous-sol du 81 rue Marangère dans le quartier Pointe-Gatineau. Des bénévoles seront sur place jusqu'à 20 h. Des dons en argent peuvent aussi être faits dans les succursales de la Banque Scotia en Outaouais. Un compte en fiducie a été créé. Rappelons que les 2 jumeaux de 12 ans ont perdu la vie la semaine dernière à la suite d'un feu de cuisson. De nouvelles voix s'élèvent pour critiquer le lieu choisi par le gouvernement conservateur pour construire le monument aux victimes du communisme. Après le maire Jim Watson et le député néo-démocrate d'Ottawa-Centre, les députés et candidats libéraux de la région d'Ottawa ont également tenu à exprimer leur inquiétude. Le reportage d'Édouard Rouet. C'est ici, sur ce terrain à côté de la Cour suprême, que le gouvernement conservateur va ériger un monument aux victimes du communisme. Pourtant, selon Maurice Bélanger, député d'Ottawa-Vanier, ce n'est pas la seule place sur le boulevard de la Confédération où le monument pourrait être construit. Le monument qui a été choisi pour commémorer les victimes du communisme, tel quel, à la grandeur et l'ampleur qu'il a, pourrait être accommodé au Jardin des Provinces. Cette notion de cité judiciaire... Le site choisi par le gouvernement était auparavant destiné à la construction d'un édifice de la Cour fédérale qui aurait complété la cité judiciaire qui inclut déjà la Cour suprême et l'édifice de la justice. Les Ottaviens semblent tenir à un tel projet, au point où le député Bélanger dit que tous les électeurs à qui il a parlé s'opposent au remplacement de cet édifice par le monument en question. Tous les gens qui m'ont écrit
soit par lettre ou courriel. Et tous ceux et celles à qui j'ai parlé se prononcent catégoriquement contre le choix de l'emplacement. Sans qu'il y ait vraiment eu de débat public. Les libéraux affirment que si le gouvernement avait consulté la population de la ville, ils auraient constaté le manque d'enthousiasme pour le site choisi. En fait, selon M. Bélanger, ce n'est pas la première fois que les conservateurs auraient ignoré les avis des citoyens d'Ottawa. Quand ils ont décidé de donner une partie du terrain de la ferme expérimentale pour l'hôpital civique, il n'y a eu aucune consultation. Alors, c'est une tendance qui me préoccupe. C'est ici, dans le Jardin des provinces, que l'Institut royal d'architecture du Canada veut resituer le monument. Il reste maintenant à voir si cette nouvelle sortie va convaincre le gouvernement à changer d'idée. Édouard Rouet, pour La Cité, à Ottawa. 4 nouvelles poursuites ont été déposées en lien avec la collision entre un véhicule d'OC Transpo et un train de passagers en septembre 2013. La compagnie Via Rail, la succession du chauffeur de l'autobus et la Ville d'Ottawa sont visées par ces nouvelles actions en justice. Elles ont été intentées par les avocats de passagers présents dans l'autobus. Un montant total de 2 millions de dollars est réclamé. Il y a maintenant un total de 12 poursuites dans ce dossier. 6 personnes ont perdu la vie lors de l'accident. La campagne électorale bat son plein à la Cité. Près d'une dizaine de candidats se font la lutte pour un poste de représentant de secteur ou d'administrateur de l'association étudiante. Certains représentants actuels briguent également à la présidence. Sébastien Saint-Onge, vous en avez rencontré quelques-uns? Effectivement, Marc-André, certains se préparent à leur première élection, mais d'autres se préparent aussi à briguer leur deuxième mandat. La campagne, c'était leur deuxième mandat et ils peuvent briguer le poste qu'ils occupent déjà, mais aussi la présidence. La campagne s'est amorcée lundi et puis ça ressemble étrangement à une campagne électorale politique puisque des affiches sont affichées un peu partout dans le collège. Voici ce que je vous ai préparé. Des pancartes, il y en a partout dans l'école. La raison est bien simple, c'est la campagne électorale de l'ASSO, l'Association étudiante de la Cité. 11 candidats s'affrontent pour les différents postes de représentants des secteurs du collège. Seuls les instituts des métiers, des sciences de la santé et de la vie n'ont aucun candidat. Pour la présidence, 2 candidats se font la lutte. Parmi eux, Vanessa Arsenault, actuelle représentante de l'École d'administration, d'hôtellerie et de tourisme. Pour elle, l'écoute est le principal besoin des étudiants. C'est vraiment important pour moi que ces étudiants-là sachent qu'on est là pour eux autres, puis que quand ils nous parlent, je veux pas que ça passe dans le beurre. Je veux qu'on s'assise puis qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Même chose pour Mélinda Dagenet, étudiante en administration des affaires, qui brigue le poste occupé par Vanessa Arsenault. Je pense que ce qui m'avantage beaucoup, c'est que je suis une personne qui offre, si on peut dire, un service un peu plus attentionné, donc j'ai vraiment une bonne écoute. Je pense que c'est ça qui est important pour les étudiants, c'est de se sentir vraiment bien écoutés. Sur les 11 candidats, ce sont 8 étudiants de première année qui tenteront de se faire élire. Mélinda Dagenet est une étudiante de première année. L'implication dans sa communauté l'a poussée à faire de même à l'école. Parce que je suis quelqu'un, moi je me suis tout le temps impliquée au niveau de ma communauté, j'aime beaucoup ça, faire du bénévolat, donc je pense que de représenter les élèves, ça peut m'aider à m'accomplir moi-même. Même si la campagne bat son plein, la plupart des étudiants ne semblent pas savoir qu'il y en a une. Est-ce que tu savais qu'il y avait des élections à l'école? Non. 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 Non, pas encore. La campagne électorale se termine le 4 mars. Les bureaux de scrutin ouvrent le 5 mars et ce, jusqu'au 10 mars. Sébastien Saint-Onge, La Cité, Ottawa. Des travaux d'inspection de structures ont débuté aujourd'hui et se poursuivront demain sur plusieurs ponts d'étagement de Gatineau. Des viaducs des autoroutes 5 et 50 du boulevard des Hautes-Plaines, du boulevard Montclair ainsi que du boulevard de la Gap seront notamment inspectés afin de permettre le bon déroulement des opérations. Des entraves à la circulation seront temporairement instaurées par endroits. Toutefois, aucune fermeture complète n'est prévue. Voilà, c'est ce qui complète vos informations régionales. Au retour de la pause, on s'informe au national et à l'international avec Samuel Lévesque. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le froid québécois a profité à Hydro-Québec en 2014. En effet, la Société d'État québécoise a vu son résultat net augmenter de 15 % pour s'établir finalement à 3,38 milliards de dollars. Hydro-Québec versera au gouvernement du Québec une dividende de 2,53 milliards, une hausse de plus de 300 millions comparativement à l'an passé. Selon le président-directeur général Thierry Vandal,
Cette performance s'explique par la hausse des exportations, les températures très froides de l'hiver et la hausse des frais d'électricité. Il s'agit de la dernière sortie publique de M. Vandal, qui a annoncé sa démission à la fin avril. Les fonctionnaires québécois gagnent en moyenne près de 11 % de plus que leurs homologues du secteur privé. Ils ont aussi des meilleurs avantages sociaux tels que la sécurité d'emploi et la participation à des régimes de retraite. C'est ce qu'a révélé une étude de l'Institut Fraser. Le sondage a aussi révélé que les employés de l'État s'absentent en moyenne 5 jours de plus que les employés du secteur privé. La police de Montréal enquête présentement sur la disparition de 6 jeunes Québécois soupçonnés d'être partis rejoindre des groupes djihadistes en Syrie. Les jeunes radicaux fréquentaient des écoles québécoises. On en parle avec Cindy Castillo. Bonjour Cindy. Bonjour. Alors Cindy, le 15 janvier dernier, plusieurs de ces jeunes ont pris l'avion en direction d'Istanbul, en Turquie. En effet, Samuel, le SPVM a été alerté le 17 janvier par les proches de certains jeunes, mais il était déjà trop tard. Les jeunes âgés de 18 et 19 ans, originaires de Montréal et de Laval, auraient réussi à atteindre la Turquie, renommée pour être la porte principale d'entrée vers la Syrie. Depuis, les autorités canadiennes et leurs familles ont complètement perdu contact avec eux. On ignore donc s'ils ont réellement rejoint l'État islamique. La ministre de la Sécurité publique du Québec, Élise Thériault, affirme qu'il est important de faire de la prévention et d'inciter les parents à dénoncer le comportement suspect de leurs enfants aux autorités pour empêcher qu'ils finissent par se radicaliser. Stephen Blaney, ministre de la Sécurité publique, soutient que le principal pilier de la démarche antiterrorisme est la prévention et que le projet de loi C-51 soutiendra fortement, considérablement la sécurité nationale. On apprend aussi qu'au moins 3 des jeunes étudiants étudiaient au Collège Maisonneuve à Montréal. Oui, Samuel, même si la Gendarmerie royale du Canada refuse de confirmer la nouvelle, plusieurs éléments portent à croire justement que 2 filles et un garçon seraient partis de leur établissement scolaire pour se rendre en Syrie. D'après un point de presse qui s'est déroulé au collège cet après-midi, Brigitte Desjardins, directrice des affaires corporatives et des communications, a annoncé qu'elle suspendait la localisation des locaux à Adil Charkouri, qui donnait des cours de Coran et de langue arabe. Il avait été arrêté en 2013 pour soutenance au terrorisme. Selon la direction, l'école est bien préparée pour prévenir d'autres départs d'élèves qui risquent de se radicaliser. Merci beaucoup, Cindy. Je vous en prie. Le mystère persiste toujours à Paris suite à la présence de drones après que 3 journalistes de la chaîne de télévision Al Jazeera ont été arrêtés hier. Dans les derniers jours, le gouvernement français a ouvert une enquête sur les vols de drones au-dessus des sites sensibles de la capitale. On rejoint Yovana Bracus à Paris. Bonjour, Yovana. Bonjour. Alors, Yovana, ces journalistes sont-ils responsables des drones qui ont été aperçus au début de la semaine? Non, en fait, il se trouve que les journalistes qui ont été arrêtés ne sont pas responsables des survols de drones qui ont eu lieu pendant la nuit du lundi au mardi et du mardi au mercredi. D'ailleurs, ces journalistes se seraient servis eux-mêmes de drones pour faire un reportage sur cette histoire de drones. Mais reste-t-il qu'il est interdit de faire voler un drone sans avoir l'autorisation de le faire. Ce que cela signifie, c'est qu'il faut avoir un permis pour le faire, un permis que ces journalistes n'avaient pas. Alors, dans ces cas-là, il est illégal de faire voler un drone et si jamais les gens qui le font sont arrêtés, eh bien, ils peuvent être condamnés à un maximum d'1 an de prison, mais ils peuvent aussi avoir une amende de plus de 75 000 €. Pour ce qui est de ces journalistes qui ont été arrêtés, l'un d'eux va devoir faire face à la justice, mais les 2 autres ont été libérés puisqu'ils ne pilotaient pas l'avion. Il y en avait un qui filmait et l'autre regardait. Alors, pour cette raison-là, ils ont été libérés. Maintenant, il va falloir déterminer c'est qui les vrais auteurs de ces vols nocturnes qui ont eu lieu en début de semaine. Et est-ce qu'il y a une raison de s'inquiéter de ces vols de drones? Non, pour l'instant, les autorités disent qu'il n'y a pas raison de s'inquiéter, que tout indique qu'il ne s'agirait pas de drones qui sont utilisés pour des buts terroristes, mais au contraire qu'il s'agirait de petits drones civils qui sont utilisés par plus de 10 000 personnes ici en France.
Mais peu importe, les autorités prennent cette affaire très au sérieux. Ils veulent d'abord déterminer qui sont les auteurs de ces vols de drones, mais surtout, ils veulent savoir pour quelles raisons ces drones ont été utilisés. Alors, est-ce qu'on parle d'une œuvre de quelques farceurs? Est-ce qu'il s'agit de gens, de photographes aériens? Ou encore, est-ce que c'est quelques personnes qui ont voulu se servir de cela pour passer dans les médias? Beaucoup de questions et très peu de réponses pour l'instant, mais je tiens aussi à souligner que même si les autorités disent qu'il ne faut pas s'inquiéter, il y a quand même un certain climat d'inquiétude, si on peut dire, qui s'est installé ici compte tenu des événements qui ont eu lieu à Paris le mois dernier. Merci beaucoup, Yovana. Je vous en prie. Le bilan des décès de l'avalanche en Afghanistan ne cesse d'augmenter depuis hier. Pour le moment, c'est plus de 200 personnes qui ont péri dans les avalanches. Le général de l'armée afghane, Qadam Shahem, soutient qu'environ 1000 soldats ont été déployés sur le terrain dans la province de Panjshir pour aider les secouristes qui étaient présentement sur place. On s'attend à ce que le bilan des morts soit révisé à la hausse au courant des prochains jours. Et en terminant, au moins 35 personnes sont mortes aujourd'hui dans une série d'attentats dans le nord-est et le centre du Nigeria. Au moins 18 personnes ont été tuées dans un attentat-suicide à Bio et un autre kamikaze a fait au moins 17 morts dans la ville de Jos. Voilà, c'était vos informations nationales et internationales. Au retour de la pause, vos nouvelles sportives avec Sébastien Larocque. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le combattant professionnel d'arts martiaux mixtes gatinois Dave Leduc s'apprête à vivre une autre expérience déjantée. Il se rendra en Thaïlande pour disputer un combat dans une prison. Notre journaliste Vincent Tremblay l'a rencontré. Ça cogne dur avec Dave Leduc. L'athlète originaire de Gatineau en a que pour les arts martiaux mixtes. Chaque semaine, il s'entraîne 2 heures par jour. Les arts martiaux ont changé ma vie pas mal. Quand j'étais plus jeune, on a tous des expériences, on a toutes des choses qui passent dans notre vie. Puis ça m'a permis de contrôler disons pas ma colère, mais tu sais, on a une petite rage intérieure quand on grandit. Puis je te dirais que ça me l'a permis de la contrôler. Les combats ne lui apportent pas que des ecchymoses, mais aussi des expériences inoubliables. L'an dernier, il a combattu en Thaïlande, dans une prison à sécurité maximale. C'est très controversé, puis j'ai vraiment aimé ça parce que ça m'a permis de me surpasser. On est allé se battre à Korat, dans une province à Bangkok. Puis c'était contre un prisonnier il y avait une quinzaine d'années derrière les barreaux pour trafic de drogue, trafic de stupéfiants. C'était pas un enfant de cœur, comme on dit, puis c'est un ancien champion de la Thaïlande avec au-dessus de 100 combats. C'est ici, au Centre d'arts martiaux mixtes Patnaud, que Dave Leduc perfectionne son art et qu'il entraîne la relève de demain. Pour Dave Leduc, il est important de transmettre son savoir à la relève, une façon de redonner à son sport. J'adore ça. On m'a toujours dit que la meilleure manière d'apprendre, c'est d'enseigner. On peut jamais être parfait dans toutes les sphères de notre combat. Fait que c'est sûr que ça me permet de rester en top of my game, on dirait, parce de pouvoir corriger on the spot les gens que j'entraîne, mes élèves en cours privé. C'est que ça te permet, après ça, dans ton training, de voir justement qu'est-ce que toi tu fais bien et qu'est-ce que toi tu pourrais t'améliorer aussi. Leduc s'envolera le mois prochain à destination de la Thaïlande pour préparer son prochain combat. Un combat qui aura du punch. Vincent Tremblay, La Cité, à Gatineau. Plusieurs formations de la Ligue nationale de hockey n'attendent pas la date limite des transactions pour bouger. Jaromir Jagr quitte les Devils du New Jersey et prend le chemin de la Floride pour y joindre les Panthers. Les Devils obtiennent un choix de 2e ronde au prochain repêchage et un autre choix conditionnel de 3e ronde en 2016 en retour. Âgé de 43 ans, Jagr a amassé 29 points, dont 11 buts en 57 rencontres cette saison. Le Tchèque pourrait devenir joueur autonome sans restriction la saison prochaine. Et on apprend en l'instant que les Maple Leafs ont échangé David Clarkson aux Blue Jackets de Columbus pour Nathan Horton. Onde de choc à Dubaï, Andy Murray s'est fait éliminer par le jeune Croate Borna Coric. Âgé de 18 ans, il a défait le numéro 3 mondial en 2 manches de 6-1 et 6-3 en quart de finale. Coric sera opposé à Roger Federer demain en demi-finale.
Federer passe à la demi-finale après que son adversaire Richard Gasquet ait déclaré forfait. L'autre demi-finale opposera Thomas Berdych au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Le groupe TVA annonce l'ajout d'une troisième chaîne temporaire à son réseau TVA Sport. La chaîne TVA Sport 3 permettra la diffusion de tous les matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, ce qui sera plaire aux amateurs de hockey. C'est près de 90 matchs qui seront présentés, incluant tous ceux du Canadien. TVA 3 Sport sera offert gratuitement à tous les abonnés de TVA Sport et TVA Sport 2 pour les mois d'avril et de mai. Les sénateurs d'Ottawa ont commencé leur voyage du bon pied hier soir en signant une victoire de 3-0 face aux Ducks. Ils chercheront à poursuivre sur cette lancée face aux Kings de Los Angeles ce soir en remportant un 4e match de suite. Le gardien recru des sénateurs, Andrew Hammond, est parfait depuis ses débuts. Il présente une fiche de 3 victoires, aucune défaite et un blanchissage en 4 parties. De son côté, Jared Cohen purgera le 2e match de sa suspension. Il effectuera un retour au jeu mardi face aux Wild du Minnesota. Et finalement, la nouvelle acquisition du Canadien Devante Smith-Pelly effectuera ses débuts ce soir avec le tricolore face aux Blue Jackets de Columbus. Il s'agit d'un 3e affrontement entre les deux formations cette saison. Le Canadien était sorti vainqueur des 2 premiers matchs. Les Blue Jackets devront se méfier de l'attaquant Max Pacioretty, lui qui a marqué 4 buts contre la formation américaine cette saison. Carey Price sera le vis-à-vis de Curtis McElhinney. Et au retour, la météo et le mot de la fin avec Marc-André Bouliane. L'écrivain Paul-François Sylvestre a présenté son nouveau livre cet après-midi à l'Université d'Ottawa. Dans son ouvrage, il a fait le bilan de l'histoire et de l'avenir de Radio-Canada en Ontario. Notre journaliste Ivana Leba était présente à l'événement. Alors Ivana, est-ce que son œuvre a été bien reçue par les lecteurs? Oui, et bien selon les personnes qui étaient présentes à l'événement, son œuvre a été très appréciée. Plusieurs personnes l'ont trouvée très captivante et très révélatrice. Alors son livre s'appelle « La voix de Radio-Canada dans le sud de l'Ontario » et le thème principal de son œuvre est la place que Radio-Canada occupait dans les années 50 dans la société. Alors je vais vous parler un peu de l'auteur, Paul-François Sylvestre. Il est franco-ontarien, il est né dans les années 70 et il a écrit près de 55 romans dans sa carrière. Il a notamment gagné plusieurs prix et plusieurs médailles pour ses œuvres littéraires très réussies. Alors, on va écouter un extrait de l'auteur, mais juste avant, on écoute les commentaires des publics qui étaient présents à l'événement. Donc, j'ai apprécié beaucoup l'aspect historique, descriptif aussi. C'est un livre qui est très descriptif, qui est à certains égards un peu comme un livre, un album de finissant. Tous ceux qui ont travaillé là vont se reconnaître. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez apprécié faire? Oui, parce que j'ai découvert plein de choses. J'ai fouillé un peu plus. Radio-Canada m'a demandé d'écrire l'histoire. Donc, c'est comme ça que j'ai plongé. Alors, pour ceux qui sont intéressés, M. Sylvestre sera présent au Salon du Livre de l'Outaouais dès demain pour pouvoir mieux partager son œuvre et ses connaissances au public. Ivana Leba, merci. Merci. Pour ce soir et cette nuit à la météo, le ciel de la région sera partiellement nuageux avec un minimum de moins 26. Pour demain, ce sera généralement ensoleillé avec moins 10. Toutefois, on devrait ressentir moins 30 avec le vent. Le soleil sera également présent samedi avec des températures entre moins 6 et moins 23. Merci d'avoir été des nôtres. On vous souhaite une bonne fin de semaine. En terminant, on se laisse sur des images de 2 lamas qui ont perturbé la circulation à Sun City en Arizona. Les bêtes ont finalement été capturées au lasso par un citoyen après plusieurs tentatives des policiers. La vidéo est devenue virale en quelques minutes sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne soirée.